J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch. Comme d'habitude, on est mardi, donc c'est les actus crypto en général. Et puis du coup, je vais vous parler de la souffrance des wallets avec l'effondrement des altcoins et le pessimisme ambiant qui est très fort. C'est peut-être aussi un moment de capitulation. Je vous parlerai aussi du lancement qui pourrait être très proche maintenant pour les ETF Ethereum Spot. On parle de début juillet. On fera un petit tour de l'analyse technique pour confirmer a priori que la hausse est bien devant nous quand même. En tout cas, pas la baisse, même si en ce moment, il y a du pessimisme et ça fait peur. Et puis, pour terminer, je vous parlerai aussi de la Chine qui semble de plus en plus chaude là sur les cryptos. Il y a peut-être quelques signes avant-coureurs. On regardera ça et aussi quelques autres petites nouvelles, juste tout à la fin, qui sont pas dans mon programme. Alors du coup, comment vont vos wallets en ce moment? Bon, je sais très bien que ça va pas très bien, en tout cas pour la plupart, en moyenne. Et j'ai pu m'en rendre compte aussi dans les nombreux commentaires sous ce tweet dans lequel je vous demandais sur une échelle de 1 à 10, quelle note vous attribuez à la souffrance de votre wallet en ce moment? Bon, bah dans les réponses, il y a beaucoup de gens qui souffrent, hein. Et puis il y en a qui donnent même des notes bien supérieures à 10. Et puis d'autres qui semblent très zen et très tranquilles. C'est peut-être aussi l'expérience qui fait ça, parce qu'au bout d'un moment, on commence un peu à savoir qu'est-ce qui se passe et plus ou moins où est-ce qu'on se situe. Et on est au fur et à mesure de moins impacté par toutes ces baisses, tous ces effondrements. Mais bon, je vois quand même que d'une manière générale, chez la plupart des gens, c'est très impactant. Et j'ai vu un commentaire sur YouTube qui est vraiment à l'image de ce que les gens traversent. Dans ce commentaire YouTube, en gros, la personne me dit c'est pas mes vidéos le problème, mais c'est le fait que les prix baissent. Et du coup, ça saoule cette personne. C'est dur à vivre et il préfère mettre YouTube de côté pendant un temps parce que c'est trop pesant. Dans les vidéos, mes vidéos, mais les vidéos en général sur YouTube, il y a des informations, c'est bien et tout pour se tenir au courant, mais en quelque sorte, c'est une torture en ce moment de s'exposer aux informations crypto ou d'ouvrir son wallet et voir que ça va pas super, ou en tout cas que ça va moins bien que la semaine d'avant, ou il y a un mois, ou 2 mois, ou il y a 3 mois. Et du coup, la pente descendante, ça fait souffrir. Et ça, je le vois très bien au niveau de YouTube. Le taux de clics sur mes vignettes, sur mes vidéos, c'est le même que d'habitude, mais par contre, le nombre de vues est en baisse. Et ça, l'explication, c'est que YouTube a compris que les gens étaient moins intéressés par ce type de contenu, le sujet crypto, donc YouTube, avec ses algorithmes, distribue moins de vidéos crypto aux gens, donc à vous. Mais par contre, voilà, malgré l'état actuel du marché, le sentiment de marché, le pessimisme, la souffrance des gens, je pense que tout ça, c'est à même de faire capituler sûrement des gens, mais vous ne devez pas capituler. Le marché veut vous résigner, il veut vous faire abandonner pour racheter vos bagues avant le pump. Et en effet, je pense que la suite, ce sera le pump, ce sera pas l'effondrement. En tout cas, c'est ce qui me paraît le plus probable quand on analyse la situation. Qu'est-ce qui se passe si on était sur un top de bull run? Un truc qu'il faut pas exclure. Regardons un peu ce qui se passe lors des précédents cycles. Il faut se référer seulement à ce qu'on connaît, on peut pas se référer à ce qu'on connaît pas. Généralement, les cycles sont quand même à peu près pareils, même s'il y a des petites différences. Globalement, c'est plus ou moins la même chose qui se passe, surtout au niveau psychologique. Et quand on est sur un top de marché, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont euphoriques, les gens sont pleins d'espoir, les gens se sentent invincibles, ils n'ont plus peur, pas comme en ce moment, du coup. Et au contraire, les gens ne sentent même plus le danger. Les sentiments qui dominent, c'est l'insouciance et l'avarice. Du coup, c'est pas du tout la situation là que je viens de décrire, la situation actuelle. Et c'est ce qui me fait dire qu'a priori, on n'est pas sur un top de marché. Pas du tout. Les gens qui ont peur, généralement, c'est plus sur des bottoms et des capitulations. Tout ça pour dire que vous devez pas vous laisser envahir par ce pessimisme. En principe, vous devez déjà avoir un plan. Vous devez vous y tenir. Je vous conseille de ne pas abandonner, mais après, vous faites forcément ce que vous voulez, hein. Par contre, je vous conseille de prendre du recul. Et si ça vous fait trop mal de continuer de regarder des vidéos YouTube, d'être sur les réseaux sociaux, sur le contenu crypto, bah éloignez-vous un peu des écrans. Peut-être, voilà, c'est la période aussi des vacances qui approche. Vous pouvez faire une coupure. Et je vous dis ça, mais je me tire une balle dans le pied parce que forcément, moi, c'est mes statistiques qui baissent. Et bon, si c'est mieux pour vous, je vous le conseille quand même. Maintenant, regardons un petit peu la BTC Dominance. On attend qu'elle baisse, mais elle n'a toujours pas baissé. Elle est toujours à un niveau élevé, le plus haut niveau depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Mais bon, ça a touché une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que là, ça marquerait une résistance? On espère toujours, parce que les altcoins, elles ont jamais été aussi faibles face à Bitcoin
au cours des 3 dernières années, comme le fait remarquer CryptoPixou. Et du coup, que faire face à cette chute des alts? Il y a 3 choix possibles. Soit vous rechargez, si vous le pouvez, soit vous holdez et vous ne faites rien si vous avez plus d'argent, soit vous vendez quand vous y croyez plus. Mais ça, c'est pas ce que je conseillerais, vous l'avez compris. Je pense que ce serait probablement une erreur, parce que on vend dans l'euphorie et le vert, et on achète dans la peur et le rouge. Ça, c'est quelque chose, en principe, vous savez, ça a été répété maintes et maintes fois par plein de créateurs de contenu. Après, si vous voulez vendre pour aller sur du BTC et de l'ETH, c'est quelque chose qui peut être compréhensible, parce que voilà, dans ces périodes, on a peur. Je pense que c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens au cours des dernières semaines. Mais c'est peut-être plus le moment de le faire maintenant, ou peut-être pas trop, ou peut-être qu'on sait pas, hein, comme d'habitude, on sait pas trop. Mais il y a quand même peut-être des trucs avant-coureurs, comme Gary Gensler, qui pense, c'est quand même le président de la SEC, hein, que les ETF Ethereum devraient être lancés dès cet été, donc assez prochainement. Ça pourrait être amené à relancer les alts aussi. Il y a Eric Balchunas qui est spécialiste des ETF pour Bloomberg. D'après lui, avec sa mise à jour, lui se tient au courant, et il entend aussi les bruits de couloir et tout ça, il est bien informé. D'après lui, le lancement des ETF, ça pourrait être le 2 juillet, ou en tout cas d'ici quelques semaines. Et également, la SEC abandonne son enquête contre Ethereum 2.0. Ça signifie que l'ETH ne sera pas considéré comme un titre financier, mais comme une commodity, ce sera pas une security, et donc ça suit le même chemin que pour Bitcoin. Vous vous souvenez Bitcoin? Ça a été statué, c'était une security, puis les rumeurs sur l'ETF, etc., jusqu'au moment de lancement de l'ETF, puis les semaines et les mois qui ont suivi, la hausse. On espère la même chose avec Ethereum. Et d'ailleurs, ce que fait remarquer Trader The Flow, c'est pas forcément significatif, prenez ça avec des pincettes, mais il a remarqué que les performances de BTC contre l'ETH, là, cette dernière semaine, étaient à l'avantage de l'ETH. ETH en bleu, Bitcoin en orange, plutôt logique, hein, le code couleur, et on voit donc sur la dernière semaine une meilleure performance de l'ETH par rapport au BTC. Donc est-ce que ça pourrait marquer le début de quelque chose? En tout cas, c'est peut-être à mettre en lien avec un lancement de l'ETF Ethereum Spot qui serait très proche. Maintenant, un petit peu d'analyse technique. Bon, c'est pas moi qui fais l'analyse technique, vous savez bien, c'est pas mon truc, mais regardons ce que disent les analystes techniques. Avec Titano Crypto, là, nous sommes dans une phase de consolidation ennuyeuse, carrément, hein, ça on s'en rend tous compte. Le but, c'est de nous rendre fous, c'est pour qu'on abandonne, ou aussi, voilà, ça pousse aussi à commettre des erreurs. Dans ces moments-là de doute, on est tenté de faire quelque chose parce qu'on sait pas trop quoi faire, parce qu'on veut stopper l'hémorragie, et puis on peut aussi faire de la merde dans ces cas-là. Donc ne vous laissez pas piéger, et puis prenons du recul comme toujours, en regardant les cycles sur des temps longs. Voilà, je vous laisse lire vous-même le graphe, hein, j'ai pas besoin de parler. A priori, on est pas mal, quoi. A priori, c'est la hausse qui est à venir, et sur un temps un peu plus court, toujours avec Titanov Crypto, son analyse de la situation, c'est qu'on ferait un double top, un fake double top, et finalement un range, comme ce qu'on a pu faire ici, en 2023, plus ou moins de la période d'avril jusqu'à septembre. Ça a été long, hein. Peut-être qu'on fait quelque chose de similaire, mais pas forcément aussi long, mais une structure un peu similaire. Et c'est le genre de truc qui épuise les gens. Mais derrière, voilà, hein, a priori, la hausse toujours. Maintenant, une analyse de Deepwell, il analyse la structure qui est identique là en 2024 à 2017, sauf que c'est la temporalité qui est différente. Voyons ça en 2017, voici la structure, puis à partir d'ici la hausse, une belle hausse, et en 2024, la même structure, en moins compressée, en plus étendue, et sa supposition, c'est derrière aussi la hausse, si ça suit la même structure qu'en 2017. Voici la structure, hein, je vous disais, 2017 c'est plus compressé, 2024 c'est plus étendu, mais c'est la même structure, et on se situe ici, avant la hausse. On le voit ici, avant la hausse. Donc c'est pour ça, hein, les probabilités vont vers une hausse. Il y a d'autres éléments aussi positifs dans ce sens-là. Là, c'est Bitcoin Magazine qui fait remarquer que le nombre d'entités d'adresses qui ont plus de 1000 BTC arrive presque à un nouveau record historique, ce qui signifie que les institutionnels achètent. On voit ça là sur le graphique, la hausse, on en est au sommet là, presque un sommet historique. Et il y a Willy Woo qui a repris ce tweet de Bitcoin Magazine en nous disant qu'en fait c'est bullish, et il nous donne une représentation complète de ce que font les adresses qui ont plus de 1000 BTC. Là, la hausse ici, le graphique, en fait c'est ce qu'il y a ici. Et d'après Willy Woo, pourquoi c'est bullish? Dans le passé, à chaque cycle, la phase de FOMO du marché haussier commence lorsque les whales, les baleines, les adresses qui ont plus de 1000 BTC, commencent à vendre. Donc si on regarde par rapport au cycle précédent, on voit que les whales, elles ont accumulé, alors que la hausse continuait. À un moment, elles ont commencé à vendre au fur et à mesure, puis elles ont commencé à accélérer leur vente. Pourtant, la hausse, elle, là, elle a continué au dernier cycle. Mais donc, ce qu'on constate en ce moment, c'est que les whales, elles continuent d'accumuler. Et pendant que ça s'accumule, tant qu'elles ne vendent pas, a priori, on est toujours sur une hausse. Elles accumulent pas, les baleines, pour que le prix baisse derrière. Quand elles accumulent, et c'est d'ailleurs elles qui entraînent la hausse, quand elles accumulent,
cumule, c'est pour vendre quand ce sera plus haut. Bon après, à prendre peut-être avec des pincettes, c'était vrai sur les derniers cycles, 2017, 2021, mais c'était moins vrai sur le cycle de 2013. Hein. On va dire qu'elles ont accumulé jusque-là, presque sur la fin du top, et au moment où elles se sont mis à vendre, il y a eu une chute, bah ça marquait presque le top en fait. Donc c'est aussi des choses à surveiller, ce type d'indicateur. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de la Chine. Peut-être qu'on va vers une ouverture de la Chine aux cryptos, c'est ce que pense en tout cas Brock Pierce, le cofondateur de Tether. D'après lui, la question, c'est pas de savoir si ça va arriver, l'ouverture de la Chine aux cryptos, mais plutôt quand. Il voit des signes qui y sont favorables, comme l'acceptation des ETF BTC à Hong Kong. Je vous disais aussi au cours des dernières semaines, avec ces ETF hongkongais, d'après les réglementations chinoises, ça pourrait permettre, s'il y a autorisation, ça pourrait permettre aux places boursières de Pékin et de Shanghai d'investir sur les ETF hongkongais, donc sur le BTC et sur l'ETH. Donc ça, voilà, ça marquerait aussi l'ouverture de la Chine. Et puis il y a aussi Bybit qui annonce s'ouvrir aux citoyens chinois expatriés. Ça peut être peut-être des signes avant-coureurs, peut-être autre chose qui montrerait que ça se réchauffe avec la Chine. Il y a le président Xi Jinping qui félicite le concepteur de la blockchain Conflux. Donc c'est quand même le président qui félicite quelqu'un qui a conçu une blockchain. C'est aussi de la politique, hein, la communication. C'est peut-être pas fait au hasard, voilà, c'est des choses qui se cumulent au fur et à mesure, ça montre peut-être certains signes. Et on n'oublie pas, récemment, l'ICBC, la plus grande banque du monde, qui est une banque chinoise, qui a déclaré son amour pour Bitcoin et Ethereum en parlant de Bitcoin comme de l'or numérique et d'Ethereum comme du pétrole numérique. Donc ça aussi, ça fait peut-être partie des signes. Vous savez un peu comment ça se passe en Chine, non? Enfin, en tout cas, des échos qu'on en a. Moi, j'y suis jamais allé. Je sais pas forcément qu'est-ce que c'est d'y vivre, mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui peut trop sortir des clous avec le Parti communiste chinois. Si on sort trop des clous, au bout d'un moment, on se fait peut-être un peu rappeler à l'ordre. Donc ce genre de déclaration, c'est peut-être avec l'accord du parti. Toujours sur de la géopolitique, politique, économie, il y a l'Argentine qui pourrait peut-être faire du BTC une monnaie légale. En tout cas aussi là, ça se réchauffe. Il y a eu des déclarations de Javier Milei, le président argentin. Il a dit « Si vous souhaitez utiliser Bitcoin, il n'y aura aucun problème. Il y aura une libre concurrence des devises. » Voilà, ça c'est cohérent avec le fait que ce soit un libéral, un ultra-libéral même, on pourra dire, un libertarien. Et donc le BTC, là, vraiment, c'est en bonne voie, hein, j'ai l'impression, avec des déclarations comme ça. Surtout qu'aussi dernièrement, il y avait une visite de Nayib Bukele, président du Salvador, et en Argentine, à Buenos Aires, et a priori, l'Argentine voudrait copier, ou en tout cas sur certains points, la politique de Nayib Bukele, notamment concernant les narcos, le trafic, les terroristes, etc. Et du coup, peut-être employer la manière forte, comme ça a été le cas au Salvador. Il faut savoir qu'en Amérique latine, à peu près dans tous les pays, ce qui s'est passé au Salvador, ça a beaucoup fait parler, et c'est devenu un modèle qui est montré positivement dans toute l'Amérique latine. Et en gros, les oppositions au pouvoir en place dans les pays d'Amérique latine commencent à dire, enfin commencent, non c'est le cas actuellement, même depuis un certain temps, commencent à vouloir adopter, en critiquant en fait le modèle du pouvoir en place et en disant que eux ils vont faire pareil qu'au Salvador, parce que ça plaît et c'est devenu très populaire en Amérique latine. Donc voilà, vraiment l'Amérique latine, il y a des chances que ce qui s'est passé au Salvador se soit copié quoi. Je termine sur quelque chose aussi d'intéressant, des propos de Larry Fink, PDG de BlackRock, à propos de la dette nationale. Il a dit « Peu importe combien nous taxons, combien nous réduisons cette dette, cela ne suffira pas. En gros, c'est mort, la dette, on pourra jamais résoudre ce problème. C'est pourquoi la construction de nouvelles infrastructures est essentielle. » Quand il dit ça, c'est évidemment une allusion aux crypto-monnaies et à la tokenisation de la finance. Et ça me rappelle une vidéo que j'ai fait maintenant il y a un petit moment, en fin d'année 2023. Je vous parlais de la tokenisation, avec un titre accrocheur, le narratif crypto x100 pour devenir riche, mais en fait ce que je vous expliquais dans la vidéo, c'est que de mon point de vue, et ça semble se confirmer, la tokenisation, c'est pas un truc pour vous rendre riche avec des tokens comme Ondo ou d'autres, c'est un truc qui va bien plus loin, la tokenisation de la finance, et c'est même une question de survie. Je vous en parlais là dans la vidéo, vous pouvez lire ça. Nous pensons au sujet de la tokenisation, des déclarations du côté de Coinbase, nous pensons que cela pourrait constituer un cas d'utilisation vital pour les acteurs financiers traditionnels et devenir un élément majeur du nouveau cycle du marché des cryptos. Voilà, utilisation vitale, donc c'est une question de vie ou de mort, et donc là on comprend mieux ces déclarations de Larry Fink. La dette, peu importe s'ils essaient de la réduire, peu importe comment ils taxent, ça suffira pas, le problème est trop grand. C'est pour ça qu'il faut construire de nouvelles infrastructures, c'est essentiel, c'est vital. Donc voilà, au passage je vous fais remarquer que mes vidéos, c'est des choses, j'essaye d'analyser des trucs pour du long terme, j'essaye d'analyser des signes qui sur le coup c'est des articles, c'est des petites phrases dites par-ci par-là, mais qui peuvent avoir des conséquences lourdes sur le long terme. Donc j'espère que vous appréciez les analyses, comme à chaque fois. C'est le moment où vous pouvez liker la vidéo, activer les notifications, vous abonner, commenter, etc. J'apprécie toujours votre présence.
bienveillance, j'apprécie le soutien, surtout en ce moment, comme je vous disais, quand ça fait moins de vues sur YouTube. Du coup, l'émission est terminée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis salut à tous.